Alors, donc je suis Ulysse Malassane, je suis auteur de bande dessinée, mais aussi producteur et réalisateur au sein du studio La Cachette, que j'ai cofondé avec deux amis de mon école, l'école des Gobelins, où j'ai étudié l'animation. Et donc je voyage un peu entre l'animation et la bande dessinée, avec notamment du coup, les adaptations de BD que je fais moi-même en série d'animation, notamment Le Collège Noir, dernièrement. Ouais, j'ai toujours été assez passionné par les deux. Mon premier amour, c'était la bande dessinée. Après, j'ai découvert le dessin animé et les études que j'ai faites étaient plus orientées dessin animé. Mais pour moi, ça a toujours été deux domaines qui se rejoignent en fait et qui sont assez similaires entre guillemets, quoi. C'est de raconter les histoires avec des successions de dessins, on va dire, dans les deux cas. Donc j'ai toujours aimé passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est des métiers assez complémentaires aussi. En termes financiers, déjà, j'arrive plus à vivre de l'animation que de la bande dessinée. Mais par contre, j'ai plus de liberté dans la bande dessinée. Je suis tout seul sur mes projets, là où en animation, c'est des projets en équipe qui prennent beaucoup plus de temps, qui sont beaucoup plus ambitieux. Donc j'aime bien passer de l'un à l'autre, quoi. Des fois, au bout d'un moment sur un film d'animation, je commence à me dire je referais bien un peu de bande dessinée. Et inversement, quand je fais de la bande dessinée, des fois je me dis j'aimerais bien bosser sur un truc un peu plus gros avec des gens. C'est pour, je pense, avoir plus de contrôle artistique et technique aussi sur ce que je fais. Parce qu'encore une fois, je suis vraiment tout seul sur une bande dessinée. Je fais à la fois le dessin, le scénario, les couleurs des fois. Et donc il y a ce côté très intime et très libre. En fait, je peux aussi travailler n'importe où. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, voyager et pouvoir faire mes bandes dessinées depuis un autre pays. Je suis très content d'avoir cette liberté-là. Là où le dessin animé, je suis un peu obligé d'être dans un studio, de travailler avec d'autres gens. Mais du coup, je peux bosser sur des projets beaucoup plus ambitieux en animation, et avec le son, l'image qui bouge, et tout ça, quoi. Ma technique, elle est principalement sur papier, en tout cas pour tout ce qui est l'ancrage. Après, les couleurs sont faites sur ordinateur. Je scanne mes planches ancrées et je les colorise sur ordinateur. Ça m'arrive de corriger aussi la ligne sur ordinateur, mais d'une manière générale, je préfère vraiment travailler toute la ligne à l'encre, à la plume, au pinceau, vraiment sur papier directement. Alors le Collège Noir, c'est une histoire qui s'inspire de ma jeunesse passée dans le Cantal. J'étais dans un petit collège perdu dans les montagnes auvergnates. Et à l'époque, donc, c'est Bayard qui m'avait commandé une série pour le magazine Géo Ado. Et la seule consigne qu'ils avaient, c'est qu'ils voulaient que je fasse quelque chose d'horrifique. Donc je leur ai proposé à ce moment-là de mélanger du coup un peu mes souvenirs de jeunesse du Cantal, parce que j'avais envie de parler un peu de ça, et de le faire sous un angle du coup horrifique, et de me retrouver du coup avec une espèce de carnet autobiographique avec des créatures basées sur le folklore cantalien, donc des sorcières, des croque-mitaines et plein de traditions comme ça, vraiment inspirées du folklore local et français d'une manière générale. Et du coup de faire un peu un hommage comme ça à ce folklore rural. Donc voilà, donc l'histoire c'est un groupe de collégiens basé sur mes potes et moi-même. Et on se retrouve à énerver une sorcière dans la forêt et à devoir se battre un peu contre toutes les créatures du folklore alentour. Ouais, j'aime bien l'idée de ne pas être forcément catalogué jeunesse ou adulte et de pouvoir flirter un peu avec les deux. L'idée que j'avais vraiment avec cette BD, c'était justement de proposer à des jeunes, à partir de 10 ans on va dire, quelque chose qui soit un peu plus sombre et dramatique. Parce que je pense que c'est à cet âge-là, c'est un peu ce qu'on a envie de voir des fois. Moi, je me base beaucoup sur ce que moi j'avais envie de voir quand j'étais jeune et de ce que je voyais quand j'étais jeune. Et je me souviens avoir grandi avec déjà en BD, d'être tombé sur des BD des fois un peu effrayantes ou des choses dans les bibliothèques de mes parents et d'être vachement attiré par ces trucs-là. Et aussi d'avoir grandi avec des films comme les films de Don Bluth, je pense Brisby et le secret de Nîmes ou Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, qui étaient des films qui étaient assez sombres en fait, qui avaient des scènes assez dures et qui parlaient de deuil, de mort et de choses comme ça. Et j'adorais ces films-là et je trouvais que c'était des films qui même peut-être aidaient à grandir un petit peu quand on est enfant et qu'on se confronte un peu à ces choses-là de manière un peu légère, quoi, parce que ça reste des trucs assez légers. Et je voulais essayer de reproduire un peu ça avec le Collège Noir. Donc l'idée, c'était
de proposer des aventures avec des jeunes qui sont confrontés à des trucs assez durs et d'en faire une métaphore un peu du passage justement à l'âge adulte, en fait, de se dire il y a un moment, on sort un peu du jeu, on se rend compte qu'il va y avoir des événements durs dans la vie, des choses qui vont arriver, le deuil, tout ça, on va tous en vivre et tout. Et c'est bien d'apprendre que ça existe et que c'est quelque chose avec lequel on va être confronté à ce moment-là, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que ça a l'air d'être jeunesse, mais il y a des éléments un peu horrifiques, des choses qui sont un peu adultes, parce que je pense que c'est le moment où vers 10-12 ans, on commence à avoir envie de voir des choses qui nous prennent pour des adultes un peu, et qui nous considèrent comme des adultes. Le projet de série animée, alors j'ai eu l'idée il y a presque 5 ans maintenant de me dire j'ai un studio d'animation, je viens de sortir cette BD, maintenant j'aimerais bien faire une adaptation animée de cette BD, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Et justement, comme je parlais des références en animation que moi j'avais quand j'étais jeune, où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de dessins animés, un peu plus un peu sombre et un peu horrifique pour les enfants. Je voulais aussi reproduire ça en dessin animé. Je me disais que ça s'y prêtait bien. Et donc je me suis lancé dans cette adaptation avec mon studio, du coup le studio La Cachette. Et c'est la première série originale du studio. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment eu à chercher des financements, à faire vraiment tout le développement de A à Z et la production de A à Z. Donc voilà, on a eu un soutien de Bayard au début où ils nous ont aidés un peu à chercher des financements, à présenter le projet dans au Cartoon Forum par exemple, qui est un endroit où on peut présenter le projet à des financeurs. Et après, ça s'est beaucoup fait avec des plateformes. On a eu une première plateforme qui était intéressée, qui était une grosse plateforme américaine, avec laquelle on a fait tout le développement. Mais arrivé à la fin du développement, ils ont dit finalement désolé, on ne va pas le faire. Donc on a dû repartir en recherche de financement. Et c'est là qu'on a rencontré ADN, qui est une plateforme française pour le coup, une petite plateforme, mais qui était intéressée pour financer la série en partie et puis la diffuser chez eux. Donc voilà, et à partir de là, ça a relancé un peu la machine. On a pu retrouver, on a trouvé Toei Animation aussi, qui est des gros producteurs japonais qui étaient intéressés par le projet et qui voulaient se développer un peu en Europe. Donc petit à petit, comme ça, morceau par morceau, on a pu financer toute la série. Et donc on a pu lancer la production il y a un peu plus d'1 an, là, vraiment donc la fabrication. C'est moi qui me suis occupé de la réalisation. J'ai coécrit la série avec une scénariste qui était un peu plus, qui était professionnelle du coup, et qui a pu m'aider un peu à mettre cette histoire au format série en fait, parce qu'il y avait quand même une adaptation à faire entre la bande dessinée et la série d'animation. Et voilà, et puis j'ai supervisé après l'ensemble de la production au sein du studio. Donc c'était une sacrée aventure qui a duré au final presque 4-5 ans, quoi. Là on arrive enfin à la fin, elle va sortir là, le 31 octobre. Donc voilà, je suis assez content d'arriver enfin à la sortie. Sachant que c'est la première partie, c'est la saison 1 et là on enchaîne sur la saison 2 pour continuer l'histoire. Donc sur ADN, donc la plateforme ADN, il faut s'abonner à la plateforme et voilà. Ouais, c'est une très belle chanson composée par Didier François avec Gabriel Yacoub qui chante, qui est un coup de cœur que j'ai eu parce que forcément à un moment je cherchais des musiques pour m'inspirer et même pas forcément pour utiliser dans la série, mais pour moi m'inspirer pendant que j'écrivais ou que je dessinais. J'aime bien fonctionner comme ça, où j'écoute des musiques un peu dans le thème, quoi. Et donc je cherchais des choses un peu qui soient un peu des chants traditionnels, un peu folkloriques, pour rappeler le côté folklore local. Et je suis tombé sur cette chanson, sachant que je suis un grand fan de Gabriel Yacoub, moi, de la voix de Gabriel Yacoub, qui évoque un peu ma jeunesse, parce que mes parents écoutaient Malicorne, ils faisaient partie de ce groupe Malicorne. Et donc ça a évoqué pour moi un peu cette période-là que j'essayais de raconter, c'est-à-dire l'enfance, dans la montagne. Et j'ai trouvé que les paroles reflétaient vachement les thèmes aussi. Ça parle d'enfance, ça évoque les volcans, enfin voilà. Il y avait un truc où vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ce morceau-là. Donc j'ai contacté le label qui m'a mis en contact avec Didier François, et ils ont bien voulu qu'on utilise la musique qui est devenue un peu l'ADN de la série en fait. C'est-à-dire que même après le compositeur s'est inspiré aussi un peu de cette chanson pour lui composer le reste de la musique. Donc voilà, Vois mon enfant, une très belle chanson de Gabriel Yacoub et Didier François. Oui, peut-être même plus.
Ouais, encore une fois, c'est l'idée, c'était d'amener à un public jeune des thèmes et des mises en scène assez dramatiques et assez dures. Ouais. C'était l'idée. Ça fait partie vraiment de l'ADN pour moi du projet. Et encore une fois, je pense qu'à cet âge-là, d'ailleurs, je veux dire à 12-13 ans, tout ce qu'on veut voir, c'est des séries comme Stranger Things, qui sont censées être des séries plutôt adultes, même si c'est des jeunes qui sont mis en scène. Mais en vrai, c'est une série qui est déconseillée au moins de 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, à 12-13 ans, tout le monde a regardé Stranger Things et tout le monde adore ça, parce que c'est ça qu'on veut voir. C'est des trucs qui font peur, et puis où les jeunes parlent comme des jeunes, c'est-à-dire ils disent des gros mots, ils se tapent dessus. Enfin, donc je pense qu'il y a une vraie demande d'un public à cet âge-là de voir des séries qui les challenge un petit peu, quoi. Et c'est pas pour rien qu'à cet âge-là, généralement, ils passent sur les mangas ou l'animation japonaise. C'est que, pour le coup, les Japonais, depuis longtemps, ont compris qu'ils pouvaient faire des séries et des bandes dessinées pour tous les âges, et pour les jeunes, pour les adultes, et qu'il n'y a pas vraiment de frontières, en fait, entre les âges, quoi. Et ils ont toute une culture de faire des séries adolescentes qui sont un peu plus dramatiques, où ça se bastonne, où il y a vraiment des enjeux forts. Et donc voilà, l'idée c'était d'avoir proposé une alternative au manga un peu pour cet âge-là, qui flirte un peu sur les mêmes sujets, les mêmes choses, quoi. Et ben, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit qu'ils avaient été traumatisés ou choqués par le fait que c'est trop violent, donc c'est plutôt bien. C'est que j'ai trouvé le bon équilibre, parce que l'idée ça n'a jamais été de traumatiser des enfants, évidemment. Donc non, je suis content de voir que ça marche très bien sur justement les jeunes de cet âge-là, en fait. C'est des enfants à partir de 10 ans, mais même des fois un peu plus jeunes, des 8-9 ans, qui lisent la BD et qui adorent ça, et donc ça me fait plaisir, parce que c'est pour eux que j'ai fait c'est pour cet âge-là que j'ai fait cette BD. Ah, ouf, c'est une vaste question, ça. Peut-être Hugo Pratt, qui est pour moi une de mes grosses inspirations, et pour le fait justement qu'il avait l'air aussi aventurier lui-même que ses personnages et que Corto Maltese. Donc moi j'ai toujours eu été fasciné par ces auteurs qui cultivent un peu un flou dans la frontière entre ce qui est réel et leur travail d'auteur, et qui s'inspirent de faits réels, qui s'inspirent de leur propre vie, qui mélangent un peu les deux. Et Hugo Pratt faisait ça très bien. Il avait ce côté, on ne savait pas si des fois ce qu'il y avait dans Corto Maltese c'était les choses qui lui étaient vraiment arrivées ou pas, si c'était les choses qui étaient inspirées de faits réels ou pas. Et j'aimais beaucoup ce truc-là. Donc ouais, je pense que peut-être je choisirais Hugo Pratt en premier. Ouais. Merci à vous.